on a notre invitée aujourd'hui qui est Linda Tchombe. C'est la directrice développement philanthropique à la Fondation du Grand Montréal. Donc, bienvenue, Linda. Ça nous fait plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Merci pour l'invitation. C'est tout un plaisir. Donc, je vais t'expliquer un peu, Linda, comment ça va se faire. C'est une conversation. Donc, on est à l'aise, hein, on est entre nous. Donc, dans une première partie, en fait, moi, je vais plus te poser des questions sur ton parcours, enfin, ton parcours d'immigration ici à Montréal, au Canada, comment ça s'est passé et tout. Et puis, ensuite, dans la deuxième partie, ça va être Diogène. Et il va plus vous allez plus discuter de ton parcours professionnel, ce que tu fais, tes activités que tu fais présentement et autres. Et ensuite, dans une troisième partie, je reviendrai pour te poser quelques questions, que tu nous donnes en fait des astuces, des conseils pour ceux qui voudront te suivre ou avoir une carrière comme la tienne. Sans plus tarder, Linda, ceux qui nous regardent, on aimerait bien te connaître. C'est quoi tes origines? En quelle année est-ce que tu es arrivé au Canada? Est-ce que c'est à Montréal directement que tu as atterri? Bon, en tout cas, donne-nous un peu plus sur toi. Mais il y a une blague que je dis souvent. Je dis que mon Tchombé, c'est un tremblé qui était mal écrit, puis que je viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça, je le dis souvent pour répondre à la fameuse question d'où tu viens, qui nous est souvent posée, puis qui peut être confrontante quand on se sent néo-québécoise à 100%. Mais sinon, je suis née et j'ai grandi au Cameroun. Mais j'ai quitté le Cameroun à l'âge de 16 ans pour des études universitaires. Donc, je suis retournée, mais pas pour y vivre. Donc, j'ai passé en fait la majorité de ma vie d'adulte comme immigrante, d'une certaine manière. Quand je suis partie, j'avais le grand rêve quand j'étais plus jeune d'être médecin. Je crois que j'ai caressé pendant longtemps le rêve de travailler dans le domaine de la santé. Puis, il y a quelques années, j'ai décidé de faire un peu la croix sur ce rêve-là. C'est comme ça m'empêchait d'avancer. À la place, j'ai fait un doctorat en biologie et santé. Puis, quand j'arrive au Canada en 2016, je suis comme, est-ce que je vais en postdoc? Je n'étais pas sûre de ce que je voulais faire. Puis, j'ai eu un poste, j'ai eu le fameux, je vais y arriver. J'ai eu les fameuses entrevues qui se passent et puis on te demande si tu as une première expérience québécoise, mais non. Et finalement, on m'a proposé un poste de remplacement de 2 semaines à la Fondation du Grand Montréal. Puis j'ai accepté. Au début, à reculant, j'avoue, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Je sais pas les grands rêves que j'avais. Mais j'ai vraiment accroché avec l'équipe, la mission de l'organisation, puis vraiment la taille humaine. Puis c'est tout le monde. On a la proximité avec tout le monde, en fait. Et c'est comme ça que ça fait 9 ans, en fait, que je suis à la Fondation du Grand Montréal. C'est mon premier emploi depuis que je suis arrivée au Québec, à Montréal directement. Même si après, j'ai vécu beaucoup plus sur la rive sud. Et là, je suis assez basée à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ok, d'accord. Ah, waouh, c'est intéressant. Et tu dis en fait que tu es né, tu as grandi au Cameroun, tu as quitté à 16 ans. Est-ce que Oui. tu es venu directement au Canada ou tu es passé par d'autres pays avant de Je venir? suis passée par le Maroc. J'ai eu une Ok. bourse d'études à l'époque pour aller étudier 4 ans. C'est censé être 4 ans au Maroc. Les 4 ans sont transformés en 15 années. Et Ah, j'ai passé comme, c'est là où j'ai fait mon doctorat, puis c'est là où j'ai rencontré mon conjoint, puis j'ai fait une bonne partie de ma vie là, en fait. C'est là où je suis devenue une adulte, comme on dit, puis ok. après que je suis arrivée au Maroc, enfin au Canada. Donc j'arrivais du Maroc, en fait. Du Maroc, ok. Et est-ce que tu as travaillé en parallèle, en faisant ton doctorat, je suppose que tu travaillais au Maroc déjà. Est-ce que tu étais déjà un peu dans la philanthropie ou même pas du tout? Pas du tout. Enfin, quand même, dans une certaine mesure, oui. En fait, toi, quand on arrive au Maroc, on est là pour étudier, on est aussi, on est motivé. Et que j'ai fait ça les 6 premières années, enfin, 4, 5, j'étudiais vraiment 100%. À un moment donné, je te Mhm. rends compte que faut que tu apprennes à te battre un peu. Je peux pas tout le temps compter sur papa et maman, Oui. malheureusement. Donc là, j'ai commencé à faire les jobs d'été, entre autres, les petits emplois. Et ma première année de thèse, je me souviens, mes 2 premières années de thèse, j'étais comme, je vais me concentrer sur ma thèse, je vais la faire en 3 ans. J'étais très motivée. Et puis ceux qui ont fait une thèse savent que
on sait quand est-ce qu'on la commence, mais en général, pas quand est-ce qu'on la termine. Et je crois Oui. qu'au bout de la deuxième année, je me suis dit, soit je continue à m'accrocher à vouloir faire uniquement la thèse et j'y laisse ma santé mentale, somehow, Mhm. soit j'ai fait le choix de faire comme ma thèse, mais à temps partiel. Donc, ce qui est devenu ce que j'ai choisi de bâtir une carrière et une vie à côté. Et c'est plus comme sur le temps partiel que je faisais la thèse. C'est pour ça que je l'ai faite en 8 ans. Mais ça a OK. fait quand j'ai terminé ma thèse, j'avais quand même 5, 6 années plus en service à la clientèle, expérience client, incluant de la D'accord. supervision. Et Mhm. j'étais mariée, j'avais un enfant. Donc, ça m'a permis de ne pas vivre, en fait, ne pas mettre ma vie sur pause pendant le temps où Mhm. je terminais mon doctorat. Fait que c'est un peu comme ça que ça s'est passé pour moi. OK, OK. Très intéressant. En tout cas, très beau parcours, hein, du Maroc. En 2016, tu arrives au Canada. Mais pourquoi Mhm. avoir choisi le Canada? Est-ce que c'était parce que tu voulais, tu avais déjà ton doctorat, donc c'était plus pour travailler ou c'était dans quel but l'immigration au Canada? Honnêtement, c'est beaucoup pour ma fille. J'en avais une à l'époque, j'en ai trois maintenant. OK. Je regardais juste les opportunités pour ma fille. Je me disais, Mhm. le Canada est le pays d'opportunités, mais c'est même l'idée du Canada, ce n'est pas moi. Je Mhm. connaissais des gens qui étaient partis, mais ce n'était jamais rentré comme dans mon esprit que je vais immigrer également. Pour moi, c'était clair. Mon plan était simple. Je termine ma thèse, je rentre au Cameroun comme contribuer à mon pays. C'était clair dans mon plan. Puis c'est mon conjoint qui arrive, mon conjoint de l'époque, c'est Maria Papa qui arrive puis il me dit, eh, tiens, si on allait au Canada, je me souviens, je lui ai dit absolument pas. Et c'est pour Ouais. toi peut-être, mais moi, je me vois pas là. Je commençais à avoir, j'avais un poste de supervision dans OK. une équipe, pour une équipe d'une vingtaine de personnes à peu près. J'étais rendue là et puis je ne me voyais pas recommencer à zéro. Puis Mhm. après, le temps passe, puis on se dit, on voit d'autres personnes qui partent, puis ceux qui sont partis nous disent que ça se passe bien. Et là, j'ai dit, lançons la procédure comme ça Mhm. pour voir. Mais une fois de plus, ce n'était pas comme mon premier focus. Je continuais à vivre ma vie. Et quand on nous a appelés pour dire qu'on a eu la résidence permanente, ben, là, on a dû faire le choix de est-ce qu'on part comme là tout de suite ou est-ce qu'on reporte. Puis pareil, là, j'ai mon beau-frère qui était ici, puis il nous disait, mais pourquoi vous réfléchissez? Il faut juste venir. Et c'est comme ça on arrive en fait. Mais sinon, on arrivait, on savait qu'on repartait à zéro. Je crois que ça a été le plus Mhm. dur. On était Ouais. conscient que rien, enfin, pratiquement rien de ce qu'on avait fait dans le passé n'aurait de valeur en tant que tel. Puis on était prêt, je crois, psychologiquement à recommencer au bas de l'échelle, si je peux dire ainsi. Mhm. Puis Mhm. ça a été, je pense, le plus dur aussi. Parce Ouais. qu'en même temps, quand tu es rendu à un certain niveau, puis je te dis, tu commences à avoir des postes de leadership, puis là, tu dois recommencer comme à zéro, ça prend un coup. Puis je dois retrouver Mhm. ta place dans la société, puis te questionner, est-ce que j'ai fait le bon move? Est-ce que j'aurais dû attendre? Est-ce que j'aurais dû rentrer? Il y a Ouais. eu tout ce questionnement-là. Mais au départ, c'était vraiment mon conjoint. C'était plus lui qui voulait immigrer. OK, d'accord. Puis, à ton arrivée au Canada en 2016, tu cherches du boulot, tu trouves pas vraiment dans ton domaine, c'est ça, en tant que doctorante. Euh, dans quel domaine tu as cherché vraiment? Est-ce que c'est plus dans les universités? Comment ça s'est fait que tu tombes à la Fondation du Grand Montréal? En fait, j'ai fait comme je crois toute bonne nouvelle arrivante, j'ai regardé les Indeed de ce Mhm, monde, puis toutes les plateformes en ligne, et je ne trouvais aucun poste, aucune offre de post-doc qui corresponde à ce que je faisais. Parce que ma thèse, je l'ai faite sur l'effet anti-inflammatoire des extraits aqueux de feuilles de laurier et de figuier. En gros, c'est est-ce qu'un thé de feuilles de laurier ou un thé de feuilles de figuier est capable d'apaiser l'inflammation intestinale? Donc moi, OK. j'arrive, puis l'idée, c'était vraiment de rester là, parce que j'aimais le côté, hein, une fois de plus, santé, puis pharmacologie un peu. Mais quand j'arrive ici, je me rends compte que la recherche est rendue au niveau plus moléculaire. On va plus regarder la plante en tant que telle. Enfin, il y a encore des études, mais c'est beaucoup plus la molécule qu'il y a dans la feuille de laurier. Est-ce qu'elle est capable de faire telle chose? Et même au niveau des maladies, les maladies inflammatoires de l'intestin, je les ai choisies parce que à l'époque, j'ai fait mon stage pratique, je le faisais en Espagne. Puis l'équipe de recherche s'intéressait à ça. Mais est-ce qu'à côté ici, ce n'était pas nécessairement comme dans les priorités après de recherche? Donc, il y a eu le Mhm, questionnement de est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire? Puis, je me suis dit, ben, une chose que je sais faire, c'est le service à la clientèle. Donc, je vais mhm, chercher des rôles plus en service à la clientèle.
Puis j'ai eu le casque à un moment. Donc, j'ai passé les appels, j'ai reçu des appels, j'ai fait tout ça. Mais je me souvenais que c'était pas nécessairement la partie de ma carrière que j'avais appréciée. Ben, J'ai essayé de me convaincre, puis j'ai fait comme, je me souviens, je suis allée j'ai eu un emploi, je suis allée le matin, j'ai passé des appels, je crois, de 9 à midi. Puis à la pause, au moment de partir, j'ai dit à la dame, je crois que je vais pas revenir l'après-midi. Parce que c'est bon. c'était vraiment pas pour moi. Je ne sentais pas que j'étais sur mon hit. Donc après, j'ai regardé beaucoup plus. On parle beaucoup de les compétences transversales. J'avais fait de l'administration aussi par la bande. Donc c'est là où j'ai commencé à regarder plus des postes d'agente, adjointe administrative, avec une fois de plus la compréhension que fallait bien que je commence quelque part, puis que j'ai une première expérience québécoise. Ouais, Et je ouais. savais que j'étais surqualifiée pour ces postes-là. Mhm. Mais à un moment donné, il C'est quelque faut chose, faire ouais. ça pense que ça prend. C'est ça, exactement. C'est sûr que pour beaucoup d'immigrants, là, cette fameuse expérience québécoise, ça limite quand on va chercher des postes et autres. Mais c'est ça, je pense que c'est la bonne chose à faire. Il faut avoir l'humilité de peut-être prendre un poste un peu plus bas, puis évoluer tranquillement. Donc, de ton poste je suppose que c'était un poste de service à la clientèle. C'était quoi exactement comme poste quand tu es arrivé à la Fondation du Grand Montréal? Et c'est en Ben, 2016. Ouais. j'étais réceptionniste adjointe administrative, donc oui, OK, d'accord. accueillir les personnes qui arrivaient, puis classer le courrier, répondre au téléphone, OK. répondre aux courriels qui arrivaient dans la boîte générale, ce genre de choses, puis Mhm. aider à l'organisation des réunions. Après, il y avait tout le côté relationnel, puis je crois que Ouais. c'est la partie que j'apprécie aussi, peu importe le rôle que j'ai eu. Donc ça Mhm. s'est vraiment bien passé pour moi. Mhm. Je trouvais ça le fun de voir des gens puis de jaser avec. Et je crois que c'est là où j'ai aussi appris à comprendre la culture québécoise, le milieu de travail québécois. C'est là aussi que ça s'est passé pour moi. Donc, c'était vraiment c'est sûr qu'il y a des jours où on rentre à la maison, on se dit, est-ce que je suis venue ici pour ça? Ouais. On se le dit. Puis ces Mhm. jours-là, c'est dur. Ça va moins bien. Puis le lendemain, on s'est dit, de toute façon, il faut y aller. On n'a pas un choix. Puis je crois qu'après, d'opportunité en opportunité, j'ai eu d'autres rôles au sein de l'organisation. Puis je suis directrice au développement philanthropique. Fait que ça a bien été. Ouais. Ben moi, j'aimerais savoir ton évolution. C'est ça, effectivement. Comme tu dis, là, tu es partie d'un poste de réceptionniste adjointe administrative. Après, la prochaine étape, c'était quoi? Jusqu'à ce que tu arrives aujourd'hui, enfin, directrice quand même. Ben, c'est une très belle évolution, là. Donne-nous, donne-nous Euh, les étapes. Comment ça s'est passé? Et depuis quelle année tu es directrice au développement philanthropique? je suis arrivée en 2016, puis parenthèse, j'étais enceinte de ma deuxième fille à ce moment-là. Puis ça, Mhm. c'est là où je suis quand même je suis vraiment reconnaissante envers la fondation parce que j'arrive, je dis, je suis là pour un remplacement, puis je vais voir ma gestionnaire, puis je dis, je crois que j'aime vraiment ici, puis j'aimerais rester. Mhm. Mais by the way, je suis enceinte. À l'époque, je savais pas que j'étais pas obligée de le dire, mais Oui. je suis quelqu'un d'assez transparent. J'ai dit Mhm. comme, faut quand même le savoir. Puis quand on m'a dit, OK, on te garde, je suis comme, super. Donc, je suis allée en congé, je suis revenue, j'ai eu le rôle et il y a eu, on a le poste de chargé de projet au programme parce qu'à la Fondation du Grand Montréal, on accompagne les organismes culturels, notamment pour des programmes d'appariement en culture. Donc, c'est quand même un gros volet de notre portefeuille. Et il y a une Mhm. personne qui est dédiée à ce rôle-là. Donc, la personne s'en allait. Puis, on m'a OK. demandé, est-ce que tu veux reprendre le rôle avec Mhm. opportunité? J'ai dit, OK. Enfin, j'ai pas dit OK de manière linéaire. Je vais laisser toutes les parties les conversations qu'il y a pu y avoir, puis les doutes aussi. Donc, Mhm. je prends le rôle. Puis après, pareil, j'étais chargée de projet donc. Après, il y a Mhm. eu un autre rôle qui s'est ouvert, celui de conseillère. Mhm. Je l'ai eu. Et là, la pandémie, c'était en 2019, me semble. Donc, on part en congé, puis la pandémie arrive. Mhm. Et pendant la pandémie, j'étais enceinte de ma troisième fille. OK. Puis là, j'ai profité de la pandémie, littéralement, pour aller faire un MBA. Ça faisait longtemps que OK. mon conjoint me disait, faudrait que tu en fasses un. Mhm. Puis, je vois vraiment ça. J'aurais dû écouter beaucoup de personnes, dont lui. Je crois que je lui ai dit, mais je l'ai écouté à cette époque. Comme, faudrait que tu C'est le ça. fasses parce que le leadership, c'est comme, c'est pas pour moi. J'étais un peu aussi épuisée de faire des formations. J'ai l'impression d'avoir fait des études qui servent à rien. Parce que rendu Mhm. là, je te dis, j'ai un doctorat, mais
à la fin de la journée, à quoi ça me sert? Ouais. Alors, j'étais pas comme, je voulais pas avoir une autre formation. Mais là, il m'a comme motivé de le faire. Puis je me suis dit, je vais accoucher. Je vais être à la maison pendant une année parce que c'était la pandémie, c'est la période où on commençait à fermer. Je trouve septembre 2020, ça ferme pas mal. Même avant ça, en fait. Puisque Ouais, ça j'applique comme au printemps 2020. Et OK. quand, ça fait que mon congé de maternité, finalement, ça a été mon année MBA. Et quand je OK. reviens, le poste de direction était à pourvoir. Je l'ai obtenu. Donc, c'est depuis, en D'accord. fait, l'automne 2021 que je suis rendue utilisatrice au développement philanthropique à la Fondation. Oh, wow. Donc, Super. opportunité et Ouais, préparation comme j'aime souvent, je sais pas moi qui le dis, c'est un dicton, on dit que la chance, c'est quand l'opportunité rencontre la préparation. Disons que exactement. Oui, préparer à c'est chaque ça. fois, puis quand l'opportunité arrivait, mais on l'a Arrive, plus vite c'est fait. ça, tu l'as saisi, effectivement. Mm. C'est super, c'est très bien. Et est-ce que tu pourrais nous dire, je sais que bon, il y a eu le moment que tu es arrivé, trouver du travail et tout ça, mais quel a été ton plus grand obstacle, disons, arrivé ici au Canada, là, venant du Maroc, ça reste encore l'Afrique, donc on est quand même encore enfin, je veux dire, bien l'esprit d'équipe et tout ça. Enfin, c'est pas pareil quand on arrive ici. Il y a un gros changement quand même. C'était quoi ton plus gros obstacle arrivé ici? Honnêtement, je crois que mon plus gros obstacle, c'était entre mes deux oreilles. Donc, dans ma tête. Ok, Parce que d'accord. avec le recul, je me rends compte que c'était moi mon plus grand obstacle. Parce que Ok. oui, j'ai vécu, ayant vécu de la discrimination, puis du racisme de la manière, très Mhm. ouverte, puis dans différentes circonstances. Quand moi je suis Ok. arrivée ici, j'étais comme, je veux juste vivre une vie tranquille. Je veux aller au travail, revenir, m'occuper des enfants. Je veux comme être dans ma bulle. Juste le fait d'être dans la rue, puis personne ne te dit rien. J'étais comme, c'est Mhm. super, ils me voient pas. Ah, Ah ils me oui, voient ok. pas. Parce C'est que comme, c'est compliqué. au Maroc, Mais c'était un peu plus, enfin, il y ça avait. dépendait, ça dépend. Ouais. Je n'aime pas généraliser, ça dépendait des jours, des endroits, puis des personnes. Ok, Mais dans l'ensemble, c'était super, c'était vraiment bien. Et ça fait que moi, quand j'arrive ici, il y a comme un peu la limitation qu'on a vue à cause que tu as avant te dire, je peux pas accéder à tel genre de rôle parce que tu peux pas d'accord. faire telle chose, ce genre de choses parce que on se limite. Puis aussi ayant un esprit j'aime dire francophone dans le sens où je viens de Cameroun, Afrique subsaharienne et francophone, où on a beaucoup une mentalité, je pense, plus européenne, où par Mhm. exemple, c'est tes diplômes qui déterminent qui tu es. C'est ça. Ouais. Puis c'est vraiment ça ton accomplissement. Puis si tu n'es pas, t'as pas un poste de direction, c'est comme si tu avais, voilà, mon avis, quoi, tu as arrêté ta vie. Donc, j'arrivais avec ce mindset-là. Puis, ça rappelle, moi, j'ai laissé mon poste de supervision qui allait super bien. Je gérais l'équipe. Puis, j'arrive, puis comme, ouais, je suis rien, je vaux rien. Regarde ça, Ouais, c'est dans c'est la ça. tête. Et je crois qu'une fois que j'ai compris, et ça, c'est vraiment le côté où j'ai commis aussi beaucoup d'erreurs, je pense, d'intégration quand j'étais au Maroc, dans le Mhm. sens où, quand on arrive, on se met beaucoup entre nous, on se regroupe, c'est normal, tu formes un peu ta barrière. Oui, c'est ça. Et Oh, je oui, crois que oui. je n'ai pas fait le travail aussi intentionnel que j'aurais dû, ou plus, Ok. plutôt plus, d'aller vers les autres. Je l'ai fait les dernières années, mais je l'ai pas fait au début. Donc, quand je suis arrivée ici, une des choses, il y a eu cette barrière mentale, mais il y a une chose que je me suis dit, c'est que je vais plus m'enfermer dans je traîne qu'avec les gens de ma communauté. Ou j'ai pu Ouais. m'enfermer dans oh, parce que tu es de ma communauté, on va tout de suite être chum, puis ce genre de choses. J'ai dit non. Là, Mhm. maintenant, j'arrive vraiment, et c'est là où la barrière entre mes deux oreilles, ça a commencé à s'éclaircir. C'était qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir concrètement? Qui est capable de m'aider à le faire? Quelles sont les personnes à qui je dois parler, puis des Mhm. petites choses comme ça qui m'ont permis progressivement de sortir de cette mentalité très que j'avais, je pense, ancrée. Puis Ouais. le résultat est là, donc Mhm. ça allait beaucoup mieux. Et des choses aussi simples que regarder, c'est fou, mais regarder comme écouter le journal, tout le monde dit ici, Mhm. parce que tu arrives, Mhm. la culture, puis tu ne sais pas ce que c'est, tu as tes propres Ouais. références qui restent encore très communautaires ou bien très européenne, mais c'est Ouais. après de dire comment commence à penser plus aux références qui sont nord-américaines et plus particulièrement québécoises, pour écouter la Mhm. télé, puis ce genre aller dans des événements qui étaient organisés. J'habitais au départ à Pierrefonds,
Donc, aller vraiment dans les événements qui étaient organisés, puis voir les choses et voir un peu le mode de vie. Et je crois que c'est là où progressivement, entre mes deux oreilles, ça a commencé, comme je disais, à s'éclaircir. J'ai commencé à voir que il y a beaucoup de choses que je peux faire. Mais ça a toujours bloqué là. Je dirais que c'est vraiment en 2020 que les choses ont... là, il y a eu... C'est comme si on a tout effacé, on a remis à zéro. Parce Et qu'en c'est dû 2020... c'est dû à quoi? Est-ce que c'est la COVID qui a joué ou le fait d'avoir fait ton MBA qui t'a donné plus confiance? Je sais pas, est-ce que c'était une question de confiance aussi? Oui. C'est un peu des deux. Parce OK. qu'on m'a toujours dit, ça date de plusieurs, oui, ton leadership, oui, t'es quelqu'un, tu devrais faire. Ouais, un peu, ça te monte à la tête, t'es comme, ouais, je suis trop hot, mais dans les faits, t'es un nobody. Qui n'a rien prouvé encore, puis on te connaît pas. Et on se rappelle, moi, je voulais vivre ma vie tranquille quelque part. Je voulais pas trop. Je voulais juste être une citoyenne exemplaire, faire mes affaires, rentrer chez moi. Et moi, je crois que le tournant a beaucoup été avant mon MBA, il y a eu George Floyd. Et George Floyd a été le moment où je me suis assise. Quand je voyais ça, j'étais comme, c'est pas vrai qu'en 2020, des années après que l'esclavage soit supposément aboli, des années après que on dise partout que la Charte internationale des droits de l'homme, la Déclaration internationale des droits de l'homme dit que tous les hommes naissent égaux et libres. J'arrivais pas à comprendre. Et là, j'ai vu en George Floyd, mon neveu, faut pas que je dise petit neveu parce qu'il est plus grande taille que moi. Mais mon neveu qui est né quand j'étais au Maroc, je l'ai porté, puis je l'ai bercé, puis j'ai vu, il est ici maintenant. J'ai vu en George Floyd mon neveu. Je me suis posé la question, est-ce que je vais continuer à juste vivre ma vie et puis attendre que d'autres personnes aillent comme régler les problèmes? Ou alors c'est le moment peut-être que je commence à prendre un peu plus, pas militer, je pense pas que je suis militante, mais peut-être avoir plus la force de mes convictions et en apprenant à doser. Donc ça a été le début. Puis après, le MBA est venu, je pense, me donner cet outil, puis de développer ton leadership, puis ta posture, puis de comprendre c'est quoi le leadership finalement. Et je crois que c'est ce mix-là qui a fait que, je veux dire, à partir de 2021, j'ai pu citer donc, OK, comment je me présente, comment de quoi je parle ou je ne parle pas. Est-ce que j'ai commencé à ne pas être gênée d'être à la caisse d'un magasin, puis je vois un commentaire qui est peut-être désobligeant. Je vais dire à la personne, ouais, mais peut-être que la personne, j'ai osé faire ce genre de choses que je n'aurais pas fait avant. Et donc, je crois que c'est vraiment là qu'a été le baseline. Et la Linda des 4-5 dernières années n'a rien à voir avec celle des 4 premières années quand elle est arrivée, essentiellement par ce tournant-là. Après, je me suis dit, j'ai des enfants qui sont pour la plupart nés ici, puis elles vont devoir grandir et apprendre que sont québécoises aussi. Le Québec, c'est elles aussi. Puis qu'elles soient pas en train de raser les murs, mais qu'elles soient en train d'être fières de, oui, elles sont québécoises, elles sont camerounaises aussi, elles sont ivoiriennes, elles ont toutes ces identités-là, mais qu'elles les portent fièrement, plutôt que de s'excuser, en fait. Oui, c'est ça. Oh, super, en tout cas. Donc, je dirais, en gros, là, si tu devais donner comme une stratégie à quelqu'un qui vient d'arriver, un nouvel arrivant, qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour lui permettre, en fait, de s'intégrer, comme toi, tu l'as fait aussi? Est-ce que c'est plus avoir un esprit ouvert? Parce que des fois aussi, nous, quand on arrive aussi en tant qu'immigrant, on a un peu l'esprit fermé aussi. Peut-être que est-ce que tu as des petites astuces ou des stratégies comme ça qu'on peut appliquer en tant que nouvel arrivant? Mais moi, je dirais la première, c'est apprendre les codes locaux. Je crois que c'est la première de base. Je suis bénévole. Anecdote, je suis bénévole à l'ANCRE, qui est l'organisme d'accueil des nouveaux arrivants à Saint-Jean-sur-Richelieu et la région. Puis je me souviens, j'ai touché au jumelage interculturel. Donc ça veut dire quand il y a des familles qui vont arriver, souvent il faut quelqu'un qui pour leur montrer comment ça fonctionne la piscine, comment ça fonctionne les cours, des choses comme ça. Juste vraiment, ce n'est pas materner, mais c'est plus pendant que je vais faire mes courses, on va ensemble, puis tu vois comment ça fonctionne. Si j'amène les filles à la piscine, mais tu viens avec tes enfants et puis ça permet de voir comment ça marche. Puis la première, il y a une des personnes avec qui on m'a jumelé, puis la première fois je suis arrivée, puis je crois qu'elle est arrivée comme 30 minutes en retard. Je lui disais, oh, mais on a dit telle heure. Mais moi, je croyais que c'était... Puis on a dit, non, règle numéro 1, l'heure, c'est l'heure. C'est comme avant l'heure, mais après, à l'heure même, t'es un peu en retard. Comme l'heure, c'est l'heure. Et c'est la première chose à apprendre. Fait que ça fait partie, quand j'ai des codes,
c'est Ouais. comprendre c'est quoi les codes. C'est sûr que c'est un apprentissage en continu. Il y a des choses que j'apprends encore aujourd'hui, mais de s'imprégner vraiment des codes et puis de ne pas être en train de dire, ouais, mais nous au pays, on fait comme ça. Ouais, nous aussi. Oui, c'est un fait. Nous au pays, on fait comme ça, mais pour l'instant, on n'est pas au pays. Ouais, c'est ça. Tu fais comme les gens font sur place. Je crois que c'est super important. Il y a vraiment ce côté d'apprendre et c'est d'aller vers l'autre. J'étais souvent, je pense que dans une certaine mesure, il y a les biais inconscients, comme on dit. Je crois que c'est commun. Des gens qui vont te poser certaines questions qui ne poseraient pas une personne caucasienne, par exemple. Ça, c'est un fait. Mais je me suis aussi rendu compte que souvent, d'aller vers l'autre, c'est en fait la porte ouverte. Une autre anecdote. Moi, quand je suis arrivée à Saint-Jean, dans mon quartier, j'ai demandé à des personnes qui avaient déménagé, comment ça se passe? Est-ce que toi, tu vas taper à la porte, te présenter comme nouvelle voisine, ou c'est les voisins qui viennent vers toi? On m'a dit, en principe, c'est les voisins qui viennent vers toi. Je suis restée tranquille, les voisins ont venu vers moi. Il y a une gentille madame qui est venue, mais à part ça, pas un grand mot. À Noël, en général, je fais des biscuits. C'est comme notre activité de fin d'année, on fait des biscuits de Noël. Puis, quand Noël est arrivé, on a fait des biscuits, puis on est allé taper j'ai dit toutes les portes que je vois de chez moi. Donc, je suis allée taper, puis j'ai remis des boîtes de biscuits. Oh, et c'est quand je me disais, oh, vous êtes les nouveaux voisins, on vous voit souvent, puis jasé. Il y a quelques personnes qui, en retour, m'ont ramené aussi, que ce soit des biscuits, du sucre à la crème. Donc, souvent, c'est justement comment ouvrir la porte, en fait. Parce que les gens ne savent pas, sont intimidés, comment aborder l'autre. Donc, je crois qu'il y a ce côté aussi d'essayer d'aller vers les autres, mais tout en respectant aussi, à un moment donné, si quelqu'un te montre qu'il n'a aucun intérêt à traiter avec toi, ça sert à rien de forcer. Mais au moins d'avoir, je pense, cette posture d'ouverture. Parce que c'est comme ça, il n'y a pas meilleur guide que la personne qui est déjà sur place, la personne qui est née sur place. Donc, de petites astuces, justement, c'est en se rapprochant qu'on peut être capable de s'intégrer mieux. Pas de s'assimiler. Moi, je pense pas que je sois assimilée, mais de s'intégrer. Parce que la Camerounaise en moi, on peut sortir une Camerounaise du Cameroun, mais on peut pas sortir le Cameroun d'une Camerounaise. Fait que je demeure Camerounaise, comme j'accepte cette identité-là, elle est très ancrée à moi. Mais en même temps, je suis capable de dire qu'est-ce qui va pas avec mon identité camerounaise et qu'est-ce que j'embrasse complètement avec l'identité québécoise. Effectivement, c'est exactement ça, c'est l'intégration. Et bon, ma dernière question avant que je passe la parole à Diogène, je vois le temps filer, c'est tellement intéressant nos échanges. En fait, moi, j'aimerais juste savoir, est-ce que tu penses que si tu étais resté au Maroc, comme tu voulais juste faire ta vie tranquille au Maroc, ou même retourner au Cameroun, est-ce que tu penses que tu aurais eu les opportunités que tu as eues ici? Est-ce que tu penses que tu serais rendue là où tu es maintenant en tant que directrice? Est-ce que ça fait une différence d'être venue au Canada, en fait? Peut-être oui. Je pense, c'est vraiment une question, mais je crois que ça aurait pu être le cas. Qu'on se le dise, ça aurait pu être le cas, 100%. Mais est-ce que ça aurait été un chemin différent? Je le dis parce que les personnes que je connais qui sont rentrées, jusqu'à preuve du contraire, ça va bien pour elles. À la fin de la journée, ça prend le temps que ça prend. Et puis, comme je disais, c'est pas une ligne droite. Il y a comme des détours et autres. Mais toutes les personnes que je connais aujourd'hui, elles ont de bonnes positions puis elles sont confortables. Il y en a même qui ont envie, il y en a beaucoup qui sont comme, restent avec tes affaires de Canada, nous on est confortable. Donc, je crois que ça aurait pu fonctionner. Mais est-ce que ça aurait été le même parcours? Peut-être pas. Est-ce que j'aurais rencontré les personnes que j'ai rencontrées aussi? Peut-être pas. Donc, je ne mets pas je crois que le seul, comme regret, la seule nostalgie que je vais avoir quand je vais penser au pays, c'est plus ma famille. Je ne vois pas mes parents autant que je voudrais, puis ils sont en train de vieillir, puis leur petite fille les voit pas autant qu'ils le souhaiteraient. Donc, je crois que c'est le côté qui est vraiment où on se pose souvent la question. Le moment où je me pose souvent la question, est-ce que j'ai fait le bon choix? C'est vraiment quand tu rentres et puis tu vois que tes parents, l'image que tu avais d'eux, ils ont plus vieilli et que veut pas, ils sont plus proches de la fin que du début. C'est ça, en fait, plus le moment où je me pose la question si j'ai fait le bon choix. Mais à part ça, je trouve en termes d'opportunités, c'est comme de terre d'opportunités ici. Et même pour mes enfants, je crois que pour elles aussi, elles n'auront pas à souffrir ce que j'ai souffert. Puis elles auront accès à beaucoup plus d'opportunités que j'en ai eu. Ouais. Ben, c'est parfait. De toute façon, il y a beaucoup d'opportunités en Afrique aussi. Enfin, juste pour dire que
chacun a son parcours et Exact. puis on réussit aussi bien en Afrique que en Absolument. termes d'immigration. Donc, c'est ça, suivre son parcours, être ouvert d'esprit, puis je pense que ça roule tout seul. Diogène, je ne sais pas si tu es avec nous. Je te laisse continuer la deuxième partie avec Linda. Bon, je vous retrouve après. C'est beau. Ouais, je suis avec vous. Depuis le Est-ce début. qu'on a des questions entre-temps, non? Pas de questions. On a eu une question et en fait, Linda a peut-être plus ou moins répondu, mais c'est une question la personne s'appelle Tour du Monde. Donc, est-ce que tu as remarqué une grosse différence entre l'intégration au Maroc et celle au Canada en tant que femme noire? Oh oui, absolument. Mais il faut se rappeler aussi, je partais pas du même mindset. Je suis pas arrivée dans les mêmes conditions, je partais pas du même endroit. Je suis arrivée au Maroc comme étudiante, puis je suis arrivée jeune, peut-être très jeune quand même, puis je connaissais rien de la vie, puis je suivais ce qu'on me disait. Quand les personnes qui sont arrivées avant te disent tu fais ça, tu le fais. C'était très, ça a changé beaucoup. Je suivais beaucoup les règles. Les règles. Et mais il y a une réalité, c'est que il y a quand même une culture. Moi, je suis plus, je suis chrétienne d'ascendance chrétienne. Puis c'est plus culture arabo-musulmane versus ici quand on dit laïque, mais dans les faits, je trouve que c'est plus culture judéo-chrétienne. Donc c'est sûr qu'en termes de juste ça, il y a une différence culturelle qui a été, ça fait que c'était plus facile d'un côté comme de l'autre. Tu sais, par exemple, pendant le Ramadan, on peut pas manger dans la rue. Puis souvent, quand le Ramadan passait au Maroc, tu manges, puis tu es comme, est-ce que j'ai le droit? Tu sais, je te souviens pas, par respect aussi pour les autres. Ici, j'ai pas ce genre de questions. Juste comme je mangeais, je mange. Peu importe ce qui se passe. Mais j'arrive ici en ayant déjà vécu à l'étranger un certain nombre d'années. Ça fait que mon mindset a changé. J'arrive ici aussi adulte. J'arrive ici, je suis parent. Donc, je sais que la manière dont dont j'aborde le monde et puis la manière dont j'oublie le terme, dont la manière dont j'appréhende le monde est différente. Donc, ça fait qu'il y a cette différence. Maintenant, est-ce que la question, c'est la femme nord au Maroc a eu ses enjeux? C'est clair. La femme nord au Québec a aussi ses enjeux. Plus souvent, la femme nord au Québec que je suis a besoin de lire entre les lignes pour comprendre que, ouais, ça, c'est une microagression. J'ai dû apprendre le concept de microagression parce que avant, c'était comme une agression, c'est clair, là. Ça n'a pas besoin d'être micro. Tu le vois, puis tu le sais. On te dit, rentre chez toi. Mais ici, tu dois lire entre les lignes que, oh, moi, souvent, ça me prend 2 jours. Après, tu dis, oh mince, en fait, cette personne, ce qu'elle disait n'était pas vraiment bienveillant, c'était plus comme en sourdine. Mais après, comme j'ai dit, on sait pourquoi on est là, puis on sait c'est quoi l'objectif. Donc, tu fais juste taire le bruit, puis je te concentre sur ton objectif. Oui, j'admire beaucoup ton état d'esprit, ton mindset par rapport à ça, mais tu as mentionné au début, tu sais, apprendre les codes, ça fait un peu partie de ça, quoi, des fois, de remarquer c'est quoi Exact. et qu'est-ce que ça n'est pas. Je voulais aussi partir sur le sujet de la fondation, là où tu travailles maintenant, donc la Fondation du Grand Montréal et la philanthropie en général. Donc, c'est un parcours quand même extraordinaire qui devrait vraiment être mis en exemple. J'en ai déjà entendu parler, tu sais, de ton parcours, mais quand même, parce que tu as commencé, il n'y a rien à faire, tu as commencé réceptionniste, c'est pas un mauvais boulot en soi, mais c'est considéré comme un boulot d'entrée, entre guillemets, et à directrice. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc, ce que je voulais voir, c'est savoir, en grande ligne, qu'est-ce que fait la Fondation du Grand Montréal, et alors, la philanthropie en général, qu'est-ce que ça représente? Oh, je vais commencer par la philanthropie, c'est l'amour de l'humanité. C'est comme, c'est ça techniquement, c'est le mot, la définition de base. Mais quand on parle de philanthropie en général dans les organisations, c'est plus le côté collecte de dons ou de fonds, puis comment on mobilise du capital ou des fonds pour telle ou telle cause. La Fondation du Grand Montréal, on est une fondation communautaire. Donc, on a un modèle qui est très particulier. On fait partie d'un réseau de près de 200 fondations qui ont le même modèle à travers le Canada. Et ce qu'on fait, c'est qu'on est un peu comme une caisse de dépôt, on va dire, de la philanthropie. Dans le sens où ce qu'on fait, c'est accompagner des personnes qui ont des projets philanthropiques, en fait, dans leur réalisation. Donc, on n'a pas de cause comme, on va jamais m'entendre ou entendre la fondation dire qu'on lève des fonds, mettons, pour telle maladie ou pour telle cause, parce que notre cause, c'est le Grand Montréal. Et essentiellement, ce qu'on va faire, c'est d'offrir une alternative à un individu, une compagnie, une organisation qui veut créer sa fondation privée. On va lui offrir une alternative à moindre coût.
Je le présente souvent comme si la fondation, c'était un immeuble qui est bien établi, pignon sur rue, où on est capable de personnaliser les pièces selon le désir d'un créateur de fond, d'une personne qui nous arrive avec un projet. Au lieu pour cette personne d'aller comme demander un permis de bâtir, acheter un terrain, puis devoir construire son propre terrain. Donc, on vient un peu mutualiser les ressources philanthropiques pour s'assurer que le peu de moyens, entre guillemets, qu'il y a déjà dans le milieu, mais qu'ils soient utilisés à bon escient. Ce qu'on fait, c'est d'enlever le fardeau administratif sur les personnes qui ont des projets philanthropiques. Donc, au lieu de partir une fondation privée, je crée un fonds à la fondation, donc ça m'enlève tout le côté enregistrement à l'agence du revenu, faire les rapports, puis reçu d'impôts, comment on gère ça. Et ça fait que on va le gérer cet actif-là. Et là encore, on vient mutualiser les fonds. On a un fonds d'investissement de près d'un demi-milliard de dollars. Fait on vient mutualiser les fonds philanthropiques à l'intérieur, puis l'idée, c'est d'avoir un impact. C'est là où je peux pas, peut-être en tant qu'organisation de bienfaisance, avoir un portefeuille qui a une certaine diversification, mais je suis capable de l'avoir à l'intérieur du fonds de la Fondation du Grand Montréal. Puis je n'ai peut-être pas un comité de placement, mais je vais être capable, une fois de plus, de m'appuyer sur celui de la Fondation. Et ça fait que je ne suis pas en train de réfléchir à comment j'investis les fonds. Je suis pas en train de réfléchir à comment je gère, mettons, tel type de don qui est plus complexe, mais je réfléchis à comment je réalise ma mission. Donc, et au travers de tout ça, le troisième volet, c'est vraiment après comprendre les besoins de la communauté, les besoins les plus urgents, puis mobiliser les autres acteurs, les partenaires des différentes autres fondations privées ou bien différentes autres organisations pour pouvoir y répondre. Donc, c'est une longue réponse pour dire qu'on est un couteau suisse en philanthropie et que normalement, quelqu'un qui a un projet devrait commencer par la Fondation du Grand Montréal, puis ensuite aller regarder ailleurs si on n'est pas capable de répondre à son besoin. OK. Le projet peut être de toute taille. De toute taille. Un fonds à la Fondation du Grand Montréal peut être créé avec aussi peu que $1,000 et on peut être plusieurs à mettre les $1,000. Donc, excellent. Oui, c'est pas, c'est ça aussi l'idée, c'est que c'est une philanthropie accessible finalement à tous. Faut pas nécessairement avoir des centaines des milliers de dollars pour pouvoir créer un fonds. C'est vraiment accessible à tout le monde. Et les causes aussi, vu qu'on n'a pas de cause, la cause, c'est vraiment la personne qui vient avec sa cause. Nous, on ne dicte pas. On recommande pour les personnes qui ne savent pas, puis qui n'ont pas les idées, qui ne savent pas comment s'orienter. On est capable de les accompagner pour déterminer c'est quoi vraiment qui est peut-être de cœur, qu'est-ce qu'ils peuvent soutenir dans la communauté qui va avoir l'impact qu'ils désirent avoir. Mais sinon, tout part toujours de la personne. OK. Puis, alors, un peu comme, bon, avec Caribou Montréal, on se concentre un peu communauté afro-caribéenne de Montréal. Je voulais un peu voir le lien. Quel lien tu vois entre la communauté afro-caribéenne et la philanthropie? Parce que moi, alors, je vais te donner sans être un expert philanthrope, mais moi, j'ai l'impression qu'on est très philanthrope. C'est-à-dire que plusieurs fois par semaine, on va se faire dire, bah, écoute, il y a cette cause-là, il y a cette chose-là que tu pourrais aider, tu pourrais donner, etc., etc. Mais en même temps, en tout cas localement, je ne connais pas de grands philanthropes, entre guillemets. Si tu vois ce que je veux dire. Donc, la nature de ma question, quand je disais, quand je te demandais, est-ce qu'il y a une limite ou un minimum, c'était déjà parce que j'avais déjà mon propre biais inconscient de dire, ouais, mais c'est des grandes choses, donc les Noirs, on n'est pas là-dedans. donc c'était de là que venait ma question, inconsciemment. Donc, je voulais un peu voir, toi qui es bien dans la philanthropie, comment est-ce que tu vois l'implication de la communauté là-dedans? Et est-ce que la communauté elle-même est en fait pas déjà philanthrope? C'est une très belle question, puis on se l'est posée souvent à la Fondation, et c'est pour ça qu'on est en train on en prépare des signes vitaux. Les signes vitaux, c'est des rapports des études que les fondations communautaires préparent sur différents sujets. Et les signes vitaux de la Fondation du Grand Montréal vont porter sur la philanthropie des communautés noires au Québec. Donc, ça sort, c'est chaud, là. C'est presque, j'ai hâte que ça sorte, mais ça devrait être quelque part à l'automne. On va les publier. Et, autre les signes vitaux, oui, il y a de la philanthropie. Je veux dire, tu as parlé de toutes les fois où on nous appelle. Le nombre, j'ai fait j'étais à Code F pour le colloque sur la santé financière des communautés noires. J'ai fait l'exercice de regarder combien j'avais envoyé au pays depuis le début d'année. Puis j'ai demandé à chacun d'essayer d'imaginer combien ça représente. Souvent, ce chiffre, ça monte très vite. La fait, ce qu'on réalise pas, parce que c'est à coût de quelques centaines de dollars. Souvent, c'est à coût de quelques centaines de dollars, pas plus. À moins vraiment qu'il y ait un gros besoin. Mais ces quelques centaines de dollars, je me rends compte rapidement que,
ouais, ça va aller. Et là, je vois que mon appareil est en train de surchauffer. J'espère qu'il va pas s'éteindre.